Professeur Chalmers, il y a pile d'analystes qui pas d'accord que vous parlez d'invasion parce que ça fait longtemps que tout yo sous frontière là, mais yo pas envahi de manière classique, tant que gens ça qu'on fait. Et il y a des gens qui même dit que pendant qu'on a critiqué les États-Unis et l'armée du Venezuela qui pas réagi, yo assimilé ça à une sorte de trahison de la part des généraux de l'armée vénézuélienne, professeur. Oui, effectivement, il ne s'agit pas d'invasion, il s'agit d'une opération chirurgicale. Et c'est effectivement troublant qu'il n'y ait pas eu véritablement de combat et que les dispositifs de défense qui s'étaient déjà préparés depuis plus de 3 mois n'ont pas été activés. Donc il faut chercher beaucoup plus d'informations. Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour juger effectivement de ce qui s'est passé. Mais c'est très troublant qu'il n'y ait pas eu de réaction significative face à quelque chose qui était attendu. Aujourd'hui, professeur Chalmers, le monde pratiquement habitué à forme d'opération, et de la part des États-Unis, nous même temps de tout, Donald Trump qui carrément menacé le président colombien, il a menacé le président cubain. C'est comme si Mdegazou les dit, mettez Babio à la trempe. L'ICAO commence à n'importe quel moment. Donc, c'est un autre tournant que l'on a observé là. Alors, ça me t'a vraiment dit, professeur Chalmers, est-ce que pas un lien? Parce que même au niveau du droit international, les Américains ne respectent pas ça quand il s'agit de leur intérêt. Mais est-ce que pas un lien qui a arrêté aujourd'hui? Il n'y a pas aucune force qui a campé? Bon, effectivement, c'est une intervention qui se situe dans une longue tradition. De 1898 à 2025, les États-Unis ont pris l'initiative de 42 interventions politiques et militaires dans les pays du continent. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la conjoncture de 1823 et la doctrine de Monroe qui affirmait que pratiquement tout ce qui existe au niveau du continent appartient aux États-Unis d'Amérique. Cette doctrine n'est plus actuelle et les rapports de force ont changé au niveau mondial et les États-Unis ne pourront pas s'adjuger les ressources du Venezuela ou d'autres pays de l'Amérique latine aussi facilement qu'ils le pensent. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les peuples de la région, de la Caraïbe, de l'Amérique latine doivent se mobiliser pour défendre leur dignité, pour défendre leur souveraineté, pour défendre leur autodétermination face à un empire de plus en plus agressif, de plus en plus destructeur et qui essaie de freiner toutes les tentatives d'émergence de plans nationaux basés sur un minimum d'autodétermination. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un impérialisme de plus en plus isolé, un impérialisme de plus en plus violent, et je crois qu'avec d'autres phénomènes qui se sont produits au niveau des relations internationales, les rapports de force ont changé de façon significative et les ambitions impériales de Donald Trump ne pourront pas se matérialiser. Est-ce que je dis un Mers avec cette intervention de Donald Trump n'a pas ouvert la voie, par exemple, à d'autres puissances? Par exemple, la Chine, là, qui a brodé autour de Taïwan depuis un certain temps, ou bien tout la Russie qui, avec l'Ukraine, qui a un bras de fer avec l'Ukraine, là, même si il y a plein de monde qui pensait que les Russes ne sont pas aussi forts que l'on prétendait, qu'ils le prétendaient. Est-ce que ça n'a pas ouvert la voie à ce qu'il y ait des interventions qui sont chirurgicales dans le même sens ça qui fait tout? Et est-ce que maintenant la loi, le droit international peut empêcher cela, peut primer sur ce genre d'intervention? Bon, il faut souhaiter que le système international va réagir. Et aujourd'hui, il y a une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons eu déjà plus de 13 à 14 États qui ont condamné explicitement et fermement cette intervention. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où ces initiatives approfondissent l'isolement des États-Unis sur le plan international, comme par exemple ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale
de septembre, où les États-Unis voulaient encore une fois renouveler l'appui à l'embargo contre Cuba, et la grande majorité des pays ont voté contre le blocus contre Cuba. Donc nous sommes en train d'assister à un changement, à un tournant historique où justement les États-Unis ne sont plus la puissance hégémonique unique qui peut imposer sa volonté par la force, par la violence, par le mensonge, par le pillage, comme Donald Trump veut le faire. Il n'y a personne pour l'empêcher jusqu'à présent. Bon, et les rapports de force ont bougé énormément. Aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles coalitions comme les BRICS, etc., vous avez une situation tout à fait différente. D'ailleurs, c'est ce qui explique cette furie au niveau des États-Unis qui essaient justement de récupérer leur place centrale au niveau du système mondial, alors qu'aujourd'hui, ils ont perdu face à la Chine sur plusieurs plans importants, sur le plan scientifique, sur le plan technologique, sur le plan de la production industrielle, etc. Et ils essaient de récupérer ce qu'ils ont perdu en utilisant tous les moyens et en sortant complètement de la logique du système international tel qu'il est établi depuis telle qu'elle est établie depuis 1945. Donc, et aujourd'hui, c'est très, très, très important que les peuples se rendent compte, surtout au niveau de notre continent, de la nécessité de se coaliser, de la nécessité de construire de nouvelles unités pour faire face à cette furie et faire face à cette violence qui se manifeste de façon tout à fait disproportionnée. Avec cette arrestation de Nicolas Maduro, est-ce qu'on peut parler d'une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Oui, tout à fait. Bon, on est habitué à cela. Et sur la question de la drogue, par exemple, il est clair que les États-Unis ne sont pas intéressés à combattre ce trafic. D'ailleurs, c'est un marché qui représente à peu près 750 milliards de dollars américains aux États-Unis. Et on sait très bien que le blanchiment favorise les plus grandes banques aux États-Unis et les multimilliardaires. Donc, d'ailleurs, l'exemple de la Colombie est très clair, alors que la Colombie est l'un des premiers producteurs de cocaïne. Il a existé en Colombie plus de 8 à 9 bases militaires américaines, et cette présence n'a pas diminué la production de cocaïne. Vous voyez? Et récemment, Donald Trump a pris la décision de libérer l'ancien président du Honduras, qui était condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue et avoir favorisé l'entrée aux États-Unis de plusieurs centaines de tonnes de cocaïne. Donc en fait, il s'agit clairement d'un prétexte. Et justement, le geste du 3 janvier contre le Venezuela montre l'immoralité totale de l'impérialisme et met justement les États-Unis à nu. Et c'est quelque chose qui va évidemment empoisonner leurs relations avec les pays de l'Amérique latine en général. Professeur Chalmers, c'est la dernière question, qui forme, vous pensez, réaction haïtienne, une réaction haïtienne t'as devrait prendre? Bon, il est clair que nous sommes un pays qui a inventé la doctrine de l'autodétermination des peuples avec la révolution de 1904. Donc nous devons être fidèles à cet héritage et nous devons condamner de façon très claire, de façon très ferme, cette initiative de Donald Trump. Rapidement, oui, monsieur, avant nous dire merci. On peut être que la Chine, par exemple, qui gagne un pile intérêt Venezuela. À part condamner ce qui passe, qui l'autre action potentiellement on peut être que la Chine qui a posé par rapport à États-Unis, je dis. Bon, il y a toute panoplie de réactions possibles. Mais ce qui est certain, c'est que l'objectif de Donald Trump, c'était pas d'enlever Nicolas Maduro. L'objectif, c'est l'effondrement du régime de Chavez. Et cet objectif n'est pas encore atteint. Parce que justement, il s'attendait à ce qu'avec l'enlèvement du président Maduro, il y aurait une situation chaotique et l'effondrement total du régime, ce qui ne sait pas ce qu'on produit. Le régime est tout à fait en place, n'est-ce pas?
Et le peuple vénézuélien n'accepte pas cet acte tout à fait illégal. Et les mobilisations ont déjà commencé au Venezuela et dans d'autres pays, au niveau de la Caraïbe, de l'Europe, de l'Afrique. Et c'est une situation qui va favoriser justement l'apparition de nouvelles coalitions autour de l'affirmation de la souveraineté des peuples et la volonté de contrôler nos ressources et que ces ressources soient utilisées pour le bien-être de nos peuples au lieu d'accepter la continuité du pillage néocolonial. Merci infiniment, professeur Camille Chalmers. Bonne année encore une fois. Passons bonne journée avec Métropole. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bien sûr, on enchaîne sans transition avec l'économiste William Savary qui lui-même tout gain compréhension de ce qui passé au Venezuela. William Savary, bonjour, bienvenue sur Métropole. Et bonjour Métropole, bonjour Haïti, bonjour tout le monde. Ougon, j'en comprends, arrestation, qui dit enlèvement de Nicolas Maduro comme président du Venezuela par les États-Unis. Bon, mon cher, on est capable de regarder ça de différentes façons. Pas oublier que Venezuela, en fait, les États-Unis, depuis que l'arrivée de Donald Trump, monsieur, il y a une position qui ont déjà contraire aux positions géopolitiques des présidents qui ont précédé Donald Trump. Par exemple, sous Bill Clinton, sous Obama ou Biden, les autres qui étaient un pivot vers l'Asie. Donc, et ceci, c'est vraiment le modèle que Brzezinski avait proposé dans son livre Le Grand Échiquier, où les États-Unis devaient se concentrer sur l'Asie pour maintenir sa puissance et sa position dans le monde. Maintenant, avec Trump, on regarde rétrospectif qui a fait avec Trump, côté que non seulement que M. Duque fait Amérique grand encore, mais M. a concentré sur un bail qui passait en 1823, qui est la doctrine de Monroe, côté que l'Amérique fait toujours une sorte de mainmise ou influence incontournable sur la sphère de l'Amérique. Donc, monsieur, vraiment, c'est ça que l'a réactivé. Donc, c'est vraiment, ça, c'est une étape qui était nécessaire pour lui-même pour être capable de continuer à affirmer sa position de campagne qui était. Ça ne veut pas dire au niveau géographique des États-Unis, mais c'est au niveau vraiment continental. Donc ça veut dire que l'influence américaine serait réétablie dans la zone de l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique latine. Donc c'est ça que nous avons gardé comme passé là. William Savary, mais est-ce que ça, son attitude ça et que complètement ça me dit l'administration Trump l'a adopté, est-ce que comment peuple américain s'ouvre ou bien comment élite américaine est appréciée dans les discours par exemple? Son qui j'ai choisi à vous poser là, une très belle question. Avec ce que vous avez raison. Pourquoi aujourd'hui c'est le premier jour du marché financier? Pour arriver depuis après kidnapping. Donc, toutes les indices financiers sont à la hausse. L'or monté, près de $150. Argent monté, près de $80. Les indices financiers, le stock market, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500, tous sont à la hausse au-delà de 100 points. Donc, le prix du pétrole est à la hausse. Donc, c'est vraiment... parce que souvent je comprends la réaction de l'élite financière, de l'élite américaine, de l'élite financière américaine. C'est vraiment, ce sont les indices, nous dit ça souvent sur plateau. Hein. Il faut rester fixé sur les indices financiers. Maintenant, le qui est important, c'est que aujourd'hui, nous n'avons plus seulement à négocier à contempler les décisions de l'élite financière américaine. Parce que nous avons les briques qui existent et nous avons des alternatives qui existent au dollar américain, à la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent. Maintenant, nous avons également des organismes de règlement de paiement comme le Cross-Border Interbank Payment de la Chine. Nous avons le Central Bank Digital Currency qui est aujourd'hui dans
un autre élément en matière de règlement. Nous avons le SPFS de la Russie. Donc, il y a des alternatives aujourd'hui qui existent alors qu'ils n'existaient pas autrefois. Donc, on ne doit pas je pense qu'il faudrait bien prendre en compte toutes ces alternatives qui existent au niveau international, qui pourraient peut-être apporter un répit ou pour offrir des solutions alternatives aux États-Unis et au Venezuela. Donc, et pour interpréter William Sabari, on dit l'économie américaine réagit positivement avec ça qui est arrivé là pendant le week-end. C'est ça. Les indices le montrent. Par contre, oui, mais c'est l'international et les autres pays qui exprimaient des accords par rapport à ça qui passait. Hein. Bon, oui, ils expriment des accords diplomatiques, c'est bien, mais ce qui a été exprimé, c'est avec beaucoup de gentillesse. C'est pour la forme, mais pour nous prendre en considération qui est important, c'est que la Chine, la Russie ont déjà offert au Venezuela des lignes de crédit pour que le Venezuela puisse continuer à fonctionner. Donc, ils ont offert les supports financiers, supports stratégiques, supports militaires. Donc, c'est vraiment là le changement qu'il faut prendre en considération. Ce que disent les nations de l'Europe, ce que dit l'European Union, ce sont des gars qui sont déjà acquis à la position américaine, mais pour la forme, il doit faire des déclarations tempétueuses. Maintenant, il faut nous songer que ce que nous sommes en train de témoigner, c'est vraiment la confrontation entre deux systèmes politiques, deux systèmes économiques. D'un côté, les États-Unis qui est animé par la pensée du marché libre et de la liberté individuelle, et de l'autre côté, il y a la notion d'un État-providence où l'État est impliqué dans les affaires économiques d'un pays, dans le développement du pays, dans l'approvisionnement de ce qui est nécessaire pour renforcer la dignité. Donc, alors qu'aux États-Unis, c'est strictement sur des initiatives individuelles. Donc, il y a ça aussi qui se joue. Donc, c'est pas seulement la question de Maduro, c'est vraiment c'est un écosystème. Ce sont en fait deux systèmes qui se confrontent. Et aussi, n'oubliez pas que Venezuela fait partie de la route de la soie. Et une des plus gros dangers que les États-Unis pensaient qui à son hégémonie, c'est vraiment c'est l'émergence de la route de la soie. Tous les pays sont interconnectés à travers un réseau de commercial, un réseau financier, un réseau bancaire. Donc c'est vraiment c'est ce qui se joue. Et apparemment, toute amitié, toute solidarité qui gagnait entre le Venezuela et d'autres pays, donc la Russie, la Chine, c'est le bagage qui est limité à vente, par exemple, à vente d'armes, et pas gagner aucun pacte de défense militaire qui engageait pays ça véritablement vis-à-vis du Venezuela. Il y a des spécialistes qui fait quoi? C'est ça qui expliquait réaction, nous sommes capables de dire presque timide de la part de certains pays qui, avant ça, étaient considérés comme des alliés sûrs du Venezuela. Ou une opinion par rapport à ça, ou même William Sabari, rapidement? Maintenant, c'est ça qu'a dit dans la presse, ça qu'a dit ouvertement, mais on va commencer à négocier par en bas. Parce qu'en fait, la Chine est connue pour ne jamais faire de déclarations intempestives. La Chine est plutôt la nation chinoise est plutôt un pays qui est connu pour ses évaluations et qui prennent du temps parce que la Chine joue sur le long terme. Donc, on ne sait pas ce qui se négocie en dessous. Parce que là, le gouvernement... Oui, parce que c'est la même chose pour la Russie. Il ne faut pas oublier que ils ont enlevé Maduro du Venezuela, mais le gouvernement de Chavez est encore debout. Et ce sont les militaires qui avaient le contrôle du pétrole au Venezuela. Et il n'y a pas seulement le pétrole, il y a également l'or, il y a beaucoup de ressources minières au Venezuela. Et nous connaissons tous les intentions et les ambitions de M. Trump de faire
d'accéder aux minéraux des autres pays, des richesses des autres pays. Donc, c'est pas étonnant, mais il se trouve que les nations comme la Russie et la Chine ont eux aussi les mêmes ambitions. Donc, on ne sait pas ce qui se négocie dans les couloirs, en dessous de la table. Il faut attendre, parce que là, dans 2, 3 à 4 semaines, beaucoup de choses sortiront, qui a trahi le Maduro. Tout ça sera dans le domaine du public. Il faut attendre. On ne sait pas encore ce qui se joue.